Qui êtes-vous? Et que faites-vous dans ma salle de bain? De retour chez lui plus tôt que prévu, Jean-Pierre est stupéfait en découvrant une silhouette inconnue dans l'espace le plus intime de son château. Face à lui se tient Amara, une étudiante en art désargenté, tremblante dans une serviette blanche immaculée, ses cheveux mouillés goûtant sur le sol. Cette rencontre fortuite allume la flamme d'un amour passionné, mais réveille aussi la jalousie venimeuse d'une tierce personne tapie dans l'ombre. L'arrivée d'Amara est-elle le fruit du hasard ou l'élément d'un plan soigneusement orchestré? Et quelle machination cruelle l'ennemi invisible déploiera-t-il pour les séparer? Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune histoire. Laissez un commentaire pour nous dire d'où vous nous regardez et plongez avec nous jusqu'au bout pour découvrir la vérité. La nuit parisienne enveloppait la terrasse d'un hôtel luxueux comme un voile de soie noire parsemé d'étoiles artificielles provenant des lumières de la ville. Jean-Pierre Dubois, héritier d'un empire viticole en Provence, se tenait là, un verre de champagne à la main, le regard perdu sur la tour Eiffel, qui scintillait au loin. La soirée d'affaires avait été un succès, contrat signé, alliance renforcée. Mais pour Chloé de Valois, cette nuit marquait un tournant bien différent. Vêtue d'une robe de soirée rouge écarlate qui épousait ses courbes avec une élégance audacieuse, elle s'approcha de lui, son cœur battant la chamade sous son apparence assurée. « Jean-Pierre, murmura-t-elle d'une voix douce, presque suppliante, nous nous connaissons depuis si longtemps. Je dois te dire quelque chose. » Il se tourna vers elle, un sourire fatigué aux lèvres. Chloé était belle, sophistiquée, issue du même monde que lui, un monde de châteaux, de vignobles et de soirées mondaines. Mais pour Jean-Pierre, elle n'était qu'une amie d'enfance, une sœur de substitution. Il posa une main sur son épaule, un geste fraternel qui la fit frémir intérieurement. « Chloé, ne sois pas ridicule. Tu es plus qu'une amie pour moi. Tu es comme une sœur. Allons, rentrons, il se fait tard. » Ces mots, prononcés avec une gentillesse distraite, la transpercèrent comme une lame. Son sourire se figea, et dans ses yeux verts, une lueur de douleur se mêla à une rage naissante. Comment osait-il la rejeter ainsi, après toutes ces années où elle avait attendu patiemment? Elle ravala ses larmes, forçant un rire léger. « Bien sûr, tu as raison. Bonne nuit, Jean-Pierre. » Mais en s'éloignant, son esprit bouillonnait. Ce refus n'était pas une fin, c'était le début d'une vengeance. Elle ne le laisserait pas s'échapper si facilement. Le lendemain matin, le train filait à travers la campagne française, emportant Jean-Pierre vers son domaine en Provence. Les champs de lavande défilaient, leurs teintes violettes contrastant avec le ciel azur, un tableau vivant qui apaisait toujours son esprit agité. Le château du Bois, niché au cœur des vignes, était plus qu'une résidence, c'était son héritage, un empire de vin, renommé qui portait le nom de sa famille depuis des générations. Mais ces derniers temps, la solitude pesait sur lui. Les affaires de l'absorbéant et les relations superficielles ne comblaient pas le vide. À des kilomètres de là, Amara Diop descendait d'un bus local, son sac à dos chargé de rêves et de pinceaux. Originaire du Sénégal, elle avait traversé l'océan pour étudier l'art à Paris, mais les frais exorbitants l'avaient forcée à chercher un emploi. Le poste de femme de chambre au château du Bois semblait idéal. Un salaire décent, un logement sur place et la proximité des paysages provençaux qui inspiraient tant les peintres comme Van Gogh. Sa peau d'ébène luisait sous le soleil méditerranéen et ses yeux sombres, emplis d'une détermination farouche, reflétaient une âme forgée par l'adversité. Dès son arrivée, Amara fut accueillie par Madame Leclerc, la gouvernante, une femme austère aux cheveux grisonnants. « Suivez-moi, mademoiselle, vous travaillerez dur ici, pas de paresse. » Le ton était sec, mais Amara hocha la tête avec respect.
Elle savait que son accent africain et sa couleur de peau pouvaient susciter des regards obliques en France, mais elle était prête à prouver sa valeur. Les premiers jours furent un tourbillon de tâches, polir les argents, changer les draps dans les chambres immenses, épousseter les meubles anciens. Les vignes s'étendaient à perte de vue, embaumant l'air d'un parfum terreux et sucré. Amara profitait de ces pauses pour esquisser discrètement les collines ondulantes, capturant la lumière dorée sur le papier. Mais les murmures ne tardèrent-ils pas. Dans les couloirs, elle surprit des conversations à voix basse. Une Africaine ici, espérons qu'elle ne vole rien. Un jardinier, un homme bourru nommé Pierre, la toisa un jour alors qu'elle traversait la cour. « Retourne chez toi, la Noire. Ce n'est pas un endroit pour les gens comme toi. » Les mots la blessèrent comme des épines, ravivant les souvenirs de discrimination qu'elle avait subis à Paris. Amara serra les dents, refusant de laisser les larmes couler. Elle n'était pas venue pour se soumettre, elle était là pour survivre et créer. Jean-Pierre arriva au château en fin d'après-midi, épuisé par le voyage. Il desserra sa cravate, aspirant à un moment de paix dans sa suite privée. La maison était silencieuse, les employés vaquant à leurs occupations. Il monta les escaliers de marbre, ignorant que le destin l'attendait derrière une porte close. Amara, de son côté, avait rencontré un problème. La plomberie de la salle de bain commune des employés était en panne. Madame Leclerc, pressée, lui avait permis d'utiliser celle du maître des lieux, assurant que Jean-Pierre ne rentrerait que le soir. Soulagée, Amara s'était glissée dans la pièce somptueuse, aux carreaux de faïence blanche et eau de robinet dorée. L'eau chaude apaisa ses muscles endoloris, et pour un instant, elle oublia les regards hostiles. En sortant, enveloppée d'une serviette immaculée, ses cheveux noirs cascadant en boucles humides sur ses épaules, elle se sentit vulnérable, mais revigorée. C'est alors que la porte de la chambre s'ouvrit. Jean-Pierre entra, distrait par ses pensées, et s'arrêta net. Devant lui, cette femme inconnue, sa peau sombre contrastant avec la blancheur de la serviette, ses yeux écarquillés de surprise. Le temps se suspendit. Amara étouffa un cri, serrant le tissu contre sa poitrine, le cœur cognant comme un tambour tribal. Jean-Pierre, figé, sentit une chaleur inattendue monter en lui, non pas de colère, mais d'une fascination inexplicable. « Excusez-moi, balbutia-t-il enfin, détournant le regard avec une courtoisie instinctive. Il y a dû y avoir une méprise. Prenez votre temps. » Il sortit précipitamment, refermant la porte derrière lui. Son esprit tourbillonnait. Qui était cette femme? Sa beauté exotique, sa vulnérabilité l'avaient Minty frappé comme un vin capiteux. De l'autre côté, Amara s'habilla en tremblant, mortifiée. Comment avait-elle pu se mettre dans une telle situation? Mais le pire vint ensuite. En descendant, elle croisa Pierre, le jardinier, qui avait entendu le bruit. Il ricana, ses yeux emplis de mépris. « Une noire dans la salle de bain du patron? Tu crois que c'est ta place? Retourne laver tes chiffons, sale immigré. » Les mots la transpercèrent, ravivant une rage intérieure. Amara releva la tête, ses yeux flamboyants. « Je vaux plus que vos préjugés, » pensa-t-elle, refusant de répondre. Ce soir-là, seule dans sa petite chambre, elle serra son carnet de croquis, jurant de transformer cette humiliation en force. Elle prouverait à tous, et à elle-même, qu'elle n'était pas une ombre dans ce monde de lumière. Jean-Pierre, de son côté, ne pouvait effacer l'image d'Amara. Assis dans son bureau, entouré de bouteilles de vin millésimées, il se surprit à sourire. Cette rencontre fortuite avait éveillé quelque chose en lui, une curiosité qui contrastait avec la routine de sa vie privilégiée. Mais il ignorait encore les tempêtes qui s'annonçaient, nées de jalousies enfouies et de secrets prêts à éclore. Les 2 jours suivants au château du Bois se déroulaient bien sous un soleil provençal implacable, qui baignait les vignes d'une lumière dorée
et faisait danser les ombres des oliviers centenaires. Jean-Pierre, encore hanté par l'image fugitive d'Amara dans sa salle de bain, s'était replié dans son bureau, entouré de rapports financiers et de bouteilles de vin en maturation. Pourtant, son esprit vagabondait. Il ne pouvait s'empêcher de guetter les allées et venues de la nouvelle employée, observant discrètement depuis les fenêtres à meneaux. Amara, avec sa grâce naturelle et son port de tête fier, semblait glisser à travers les couloirs comme une ombre exotique dans ce monde de pierre et de tradition. Chaque matin, Amara s'éveillait aux aurores, son petit carnet de croquis glissé sous l'oreiller. Elle accomplissait ses tâches avec une efficacité méticuleuse. Frotter les parquets cirés, arranger les bouquets de lavande fraîche dans les vases de cristal, veiller à ce que les draps des chambres d'invités soient impeccables. Mais derrière cette routine, elle luttait contre un courant invisible de mépris. Les murmures des autres employés, comme des serpents dans l'herbe, s'insinuaient dans son quotidien. Madame Leclerc, la gouvernante, la surveillait d'un œil suspicieux, marmonnant parfois « Ces filles d'Afrique, on ne sait jamais ce qu'elles mijotent ». Un après-midi, alors qu'Amara polissait l'argenterie dans la salle à manger, une cuisinière nommée Marie la bouscula intentionnellement, renversant un plateau. « Attention, la noire, tu crois que c'est ton continent ici ?» Les rires étouffés des autres la transpercèrent, mais Amara redressa les épaules, ramassant les débris sans un mot. Intérieurement, une tempête rageait. Elle n'était pas venue en France pour être réduite à sa couleur de peau. Non, il était une artiste, une rêveuse qui capturait l'âme de la Provence sur papier. Jean-Pierre, intrigué, commença à la suivre du regard lors de ses pauses. Un jour, caché derrière un rideau de glycine, il la vit s'échapper vers les champs de lavande. Assise sur une pierre chaude, Amara sortait son carnet et esquissait furieusement les courbes des collines, la danse des abeilles sur les fleurs violettes, la lumière qui transformait le paysage en un tableau vivant. Ses traits y étaient précis, empreints d'une sensibilité profonde, comme si elle infusait son âme africaine dans ces terres européennes. Jean-Pierre sentit une admiration naître en lui, un sentiment nouveau qui contrastait avec sa vie ordonnée. Qui était cette femme qui transformait le banal en poésie? Il se surprit à sourire, imaginant ses dessins accrochés au mur du château. Mais il gardait ses distances, conscient des barrières sociales qui les séparaient. Amara, de son côté, sentait ses regards peser sur elle, mais elle les attribuait à la suspicion générale. Un soir, alors qu'elle rangeait la bibliothèque, un invité de passage, un vigneron ami de Jean-Pierre, la surprit seule. Il la toisa de haut en bas, un sourire narquois aux lèvres. « Une petite africaine pauvre dans un château comme celui-ci, tu dois être douée pour charmer les patrons, hein? Attention, on sait ce que vous voulez, vous autres. De l'argent et un visa. » Les mots la giflèrent comme une bourrasque froide. Amara serra les poings, retenant une réplique cinglante. Au lieu de cela, elle quitta la pièce la tête haute, se réfugiant dans sa chambre pour dessiner. Sur le papier, elle croqua son propre visage, marqué par la douleur et la résilience, entouré de chaînes symboliques, celles des préjugés qui l'entravaient. Cette nuit-là, les larmes coulèrent enfin, mais elles n'éteignirent pas son feu intérieur. Elle se jura de persévérer, de transformer ses blessures en art qui hurlerait sa vérité. Chloé de Valois, quant à elle, n'avait pas oublié le refus humiliant de Paris. Elle décida de rendre visite au château, prétextant une invitation informelle. Arrivée en voiture de luxe, vêtue d'une robe légère qui flottait comme un nuage, elle embrassa Jean-Pierre avec une familiarité possessive. « Mon cher, tu m'as manqué. » Mais en arpentant les jardins, elle remarqua vite le changement subtil chez lui. Ses yeux s'attardaient sur Amara, qui taillait les roses non loin. Une jalousie acide la submergea. Comment osait-il poser son regard sur cette intruse, cette fille à la peau sombre, venue d'ailleurs, qui osait envahir leur monde? Déterminée,
Chloé repéra Mathieu, le jardinier robuste aux mains calleuses, qui la dévorait des yeux depuis des années. Il était grand, musclé, avec un air rustique qui contrastait avec l'élégance du château. Chloé s'approcha de lui près des vignes, un sourire enjôleur aux lèvres. Elle le flatta subtilement, effleurant son bras, murmurant des compliments sur sa force et sa loyauté. Mathieu, ébloui par cette attention inattendue, rougit comme un adolescent. Puis, Chloé planta la graine du poison. Cette Amara, une vraie opportuniste, une noire qui vise haut. Elle essaie de séduire Jean-Pierre pour son argent. Tu sais, ces filles-là sont prêtes à tout. Si tu m'aidais à lui ouvrir les yeux, qui sait, nous pourrions devenir plus proches. Ces mots étaient un mélange de séduction et de manipulation, promettant vaguement une récompense intime. Mathieu, aveuglé par son béguin, avala l'hameçon. « Tout ce que vous voulez, mademoiselle. Je ne laisserai pas cette profiteuse ruiner tout. » Chloé jubilait intérieurement. Le piège se refermait. Elle répandit discrètement des rumeurs parmi les employés, accentuant les préjugés raciaux. Une Africaine comme elle, c'est une chasseresse d'or, une voleuse de cœur blanc. Amara sentit l'atmosphère s'alourdir, les regards devenir plus hostiles, mais elle ignora, se concentrant sur ses esquisses. Jean-Pierre, inconscient de ses manigances, sentait grandir son admiration pour elle, un sentiment qui le troublait profondément. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite de cette histoire captivante. Activez la cloche et partagez vos impressions dans les commentaires. Les brumes de matinale enveloppaient encore les vignes du château du Bois, comme un voile de mystère sur les secrets qui s'y tramaient. Amara s'était levée avant l'aube, son corps endolori par les tâches de la veille, mais son esprit alerte, prêt à affronter une nouvelle journée de labeur. Dans la buanderie, l'air humide et chargé de l'odeur du linge frais, elle pliait méticuleusement les draps, ses mains agiles, contrastant avec la lourdeur de son cœur. Les rumeurs, ces vipères invisibles, s'étaient insinuées partout, des murmures sur sa présence inappropriée, dans un lieu si noble, des regards chargés de suspicion qui la suivaient comme des ombres. Chloé, avec une habileté diabolique, avait commencé à tisser sa toile. Lors de dîners mondains à Aix-en-Provence, elle distillait le poison subtilement. Imaginez une immigrée africaine au château. Elle vise haut, cette petite. Jean-Pierre est trop naïf pour voir qu'elle n'est autre qu'une chasseuse de fortune, une noire ambitieuse qui use de ses charmes exotiques. Les mots se propageaient comme un feu de paille dans les cercles huppés, où le racisme se cachait derrière des sourires de polis et des verres de vin fin. Amara sentait l'isolement grandir, une muraille invisible qui l'encerclait. Chaque regard oblique, chaque commentaire voilé ravivait en elle la peur ancestrale d'être réduite à sa peau, à son origine. « Suis-je donc invisible en tant que personne ?» se demandait-elle, luttant contre les larmes qui menaçaient de couler tandis qu'elle repassait les chemises immaculées de Jean-Pierre. Jean-Pierre, de son côté, luttait contre une marée intérieure. Depuis cette rencontre fortuite dans la salle de bain, Amara occupait ses pensées comme un vin nouveau, capiteux et intrigant. Il cherchait des excuses pour croiser son chemin, un ordre anodin dans les jardins, une question sur l'entretien des fleurs. Un après-midi, alors qu'elle cueillait des herbes aromatiques près des vignes, il s'approcha, feignant la nonchalance. « Le temps est magnifique aujourd'hui, n'est-ce pas ?» lança-t-il, son ton plus doux qu'à l'accoutumée. Amara leva les yeux, surprise par cette attention. Pour la première fois, elle vit en lui non pas un patron distant, mais un homme aux yeux bleus, empreint d'une curiosité sincère. Son cœur s'emballa légèrement, un sentiment naissant, fragile comme une jeune pousse. Mais aussitôt le doute s'insinua. Comment une fille là comme elle, venue d'un village sénégalais poussiéreux, pourrait-elle attirer un héritier français? Les barrières étaient immenses, la richesse,
le statut, et surtout cette couleur de peau qui semblait ériger un mur infranchissable. Jean-Pierre, lui aussi, hésitait. Les conventions sociales le retenaient. Que dirait von ses pairs s'il s'intéressait à une employée africaine? Pourtant, ses brèves conversations avec elle, sur la beauté des paysages, sur l'art qu'elle évoquait timidement, allumaient en lui une flamme qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Chloé, tapie comme une araignée au centre de sa toile, renforçait son emprise. Elle avait enrôlé Mathieu pleinement, le jardinier au cœur simple et au corps robuste, aveuglé par son adoration pour elle. « Fais ce que je te dis, et qui sait ce qui pourrait arriver entre nous ?» lui avait-elle susurré lors d'une promenade discrète dans les vignes, sa main effleurant la sienne avec une promesse illusoire. Mathieu, rongé par une jalousie qu'il n'osait nommer, obéit. Un matin, dans la buanderie où Amara triait le linge, il s'approcha sous prétexte d'apporter des outils. Il posa une main sur son épaule, un geste faussement amical mais trop intime, murmurant des compliments forcés sur sa beauté. Amara se raidit, repoussant sa main avec fermeté. « Laissez-moi tranquille, Mathieu, je ne suis pas intéressé. » Mais il insista, feignant l'insouciance, assez fort pour que deux employés passent mot par là et surprennent la scène. Les murmures enflèrent aussitôt. « Regardez-la, cette Africaine, elle flirte avec le jardinier maintenant. Une vraie séductrice. » Le poison se répandit comme une tache d'encre. Bientôt, les rumeurs atteignirent les oreillards des invités qui visitaient le château pour des dégustations de vin. Un groupe de bourgeois parisiens, amis de Jean-Pierre, arriva un soir pour une réception informelle. Amara servait les verres avec grâce, mais l'un d'eux, un homme bedonnant au nez rouge, la toisa ouvertement. « Une noire pour nous servir ? Jean-Pierre, tu engages n'importe qui maintenant ? Attention, ces filles-là viennent pour l'argent, pas pour le travail. Elles savent y faire avec les hommes tolis blancs naïfs. » Les rires fusèrent, cruels et résonnants dans la salle à manger, aux murs tapissés de portraits ancestraux. Amara sentit son visage brûler, une humiliation profonde la submergeant. Elle posa le plateau avec un calme forcé, mais intérieurement, une tempête faisait rage. Pourquoi ? Pourquoi suis-je jugée sur ma peau et non sur mon cœur ? Elle s'éclipsa dans les jardins, les larmes coulant enfin, librement. L'idée de partir la traversa comme un éclair, quitter ce lieu empoisonné, retourner à Paris, où au moins l'anonymat la protégeait. Mais non. Fuir signifierait donner raison à ses préjugés. Elle serra les poings, pensant à ses dessins, à son art qui transcendait les barrières. « Je resterai, » se jura-t-elle. « Je prouverai que je vaux plus que leurs insultes. » Jean-Pierre, ayant surpris les moqueries, bouillonna intérieurement. Il défendit Amara poliment, mais le doute s'insinua en lui. Et si ces rumeurs avaient mis un fond de vérité? Amara, quant à elle, luttait contre un conflit déchirant. L'attirance naissante pour Jean-Pierre se heurtait à la réalité brutale des préjugés. Chaque regard qu'il lui portait semblait maintenant teinté de pitié ou de suspicion. Dans la solitude de sa chambre, elle griffonna furieusement un autoportrait entouré de chaînes racistes brisé par une lumière intérieure. La nuit tomba sur le château, lourde de tensions inexprimées, tandis que Chloé, satisfaite, ourdissait la suite de son plan maléfique. Amara, épuisée mais résolue, s'endormit en se promettant de transformer sa douleur en force, ignorant que les épreuves ne faisaient que commencer. Le crépuscule descendait sur le château du bois comme un manteau de velours pourpre, illuminant les jardins d'une lueur magique. Les vignes bruissaient doucement sous la brise tiède, et l'air embaumait le parfum des roses et du vin mûr. Ce soir-là, une réception intime avait été organisée dans les jardins. Des lanternes suspendues, aux branches des oliviers, projetaient des ombres dansantes, tandis que des tables chargées de fromages affinés, de pain croustillant,
et de bouteilles cesses et de grands crus, invitez-le les invités à la dégustation. Jean-Pierre avait convié une poignée d'amis influents, des vignerons, des critiques d'œuvres d'art et des notables provençaux, pour célébrer une récente récolte prometteuse. L'atmosphère était censée être conviviale, un havre de raffinement français, mais sous cette surface polie bouillonnaient des courants sombres de préjugés et de manipulation. Amara, vêtu de son uniforme impeccable, une robe noire simple, soulignant sa silhouette élancée, circulait parmi les invités avec un plateau de verres étincelants. Elle avait passé la journée à préparer, disposer les fleurs, polir les couverts, veiller à ce que chaque détail soit parfait. Pourtant, dès l'arrivée des premiers convives, des regards hostiles l'assaillirent. Une femme élégante, drapée dans une étole de soie, refusa le verre qu'elle offrait, plissant le nez avec dédain. « Non merci, ma chère. Je préfère être servie par quelqu'un plus approprié à ce cadre. Vous comprenez, n'est-ce pas? Une Africaine dans un château provençal, c'est un peu exotique, mais pas pour le service. » Les mots, prononcés avec un sourire faux, la frappèrent comme un coup de poignard. Amara ravala sa colère, continuant sa ronde, mais chaque refus, chaque murmure. « Elle est jolie pour une noire, mais que fait-elle ici? Probablement à la chasse aux bourriches. » creusait plus profondément la plaie de son âme. Ces humiliations quotidiennes, ces barrières invisibles, érigées par la couleur de sa peau, la poussaient à bout. Elle luttait pour garder sa dignité, se rappelant son art comme un ancrage. Ses esquisses cachées, qui capturaient de la beauté de la Provence, transformant sa douleur en quelque chose d'éternel. Chloé, maîtresse d'œuvre de ce chaos imminent, évoluait parmi les invités comme une reine en exil, sa robe fluide virevoltant avec une grâce calculée. Elle avait tout orchestré avec une précision machiavélique. Plus tôt dans la journée, elle avait contacté Antoine, un ancien camarade d'Amara des Beaux-Arts à Paris, un jeune peintre aux cheveux ébouriffés et au sourire charmant. Sous prétexte d'une surprise amicale, elle l'avait invité au château, lui promettant une soirée inoubliable. « Amara sera ravie de te voir. Viens avec des fleurs, pour le geste. » Antoine, naïf et enthousiaste, avait accepté sans se douter du piège. Pendant ce temps, Chloé avait briefé Mathieu dans un coin discret des jardins. « Ce soir, approche-toi d'elle, touche-la comme si vous étiez intimes. Fais en sorte que tout le monde voie. Et souviens-toi de notre accord. » Mathieu, les yeux brillants d'une loyauté aveugle, hocha la tête, son cœur battant pour Chloé, tandis que la jalousie envers Amara le rongeait. La fête battait son plein, les rires fusaient, les verres tintaient, et Jean-Pierre, un sourire aux lèvres, discutait terroir et millésime avec ses pairs. Il jetait des regards discrets vers Amara, admirant sa résilience face aux murmures qu'il percevait vaguement. Une attirance grandissante le troublait, un mélange de curiosité et de tendresse qu'il n'osait nommer. Mais soudain, le piège se referma. Mathieu s'approcha d'Amara près d'une fontaine illuminée, posant une main possessive sur sa taille, sous prétexte de l'aider avec son plateau. « Tu es magnifique ce soir, ma belle », murmura-t-il assez fort pour attirer l'attention. Amara se dégagea vivement, les yeux flamboyants de colère. « Arrêtez ça tout de suite !» Mais déjà, des invités tournaient larmes la tête, chuchotant. Puis, comme un coup de théâtre, Antoine surgit, un bouquet de roses boulets à la main, appelant joyeusement « Amara, quelle surprise de te voir ici !» Il l'embrassa sur les joues avec l'enthousiasme d'un vieil ami, ignorant le contexte. La scène, vue de loin, ressemblait à un rendez-vous galant. Deux hommes autour d'elle, l'un tactile, l'autre affectueux. Chloé, sentant le moment propice, s'avança, sa voix résonnant comme un glas. « Oh, regardez donc, notre chère Amara a des admirateurs, une vraie séductrice, cette fille de couleur. Elle joue sur plusieurs tableaux, n'est-ce pas? Une chasseuse d'or déguisée en employée innocente. »
Jean-Pierre, tu devrais ouvrir les yeux. Elle n'est d'eux qu'une lorette exotique, prête à tout pour grimper l'échelle sociale. » Les mots s'abattirent comme une averse glacée. Les invités murmurèrent, certains riant sous cape, d'autres hochant la tête avec approbation. Amara se figea, le plateau tremblant dans ses mains. L'humiliation la submergea, accusée non seulement d'immoralité, mais aussi stigmatisée par sa race, réduite à un stéréotype raciste. Ses yeux cherchèrent ceux de Jean-Pierre, implorant une défense, mais elle y lut un mélange de choc et de doute. La jalousie, ce serpent venimeux, s'insinua en lui. Et si Chloé avait raison, cette femme qu'il admirait en secret, était-elle vraiment une opportuniste? Il détourna le regard, les mâchoires serrées, une déception amère l'envahissant. Amara sentit son monde s'écrouler. Les larmes montèrent, mais elle les refoula, posant le plateau avec un calme forcé avant de s'éclipser dans l'ombre des jardins. Seule sous les étoiles, elle s'effondra enfin, sanglotant silencieusement. Pourquoi? Pourquoi suis-je toujours la coupable, juste à cause de ma peau? La décision s'imposa, elle partirait. Quitter ce lieu empoisonné, ces gens qui la voyaient comme une menace. Mais au fond d'elle, une voix murmurait « Bats-toi, Amara. Ton art, ta vérité, vaincront ces mensonges. » Jean-Pierre, rongé par le doute, se retira dans son bureau, ignorant que ce malentendu n'était que le prélude à une tempête plus violente. Chloé, triomphante dans l'ombre, savourait sa victoire éphémère. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite de cette histoire captivante. Activez la cloche et partagez vos impressions dans les commentaires. La nuit avait enveloppé le château du bois d'un manteau d'obscurité épaisse, percé seulement par les lueurs vacillantes des lanternes qui agonisaient dans les jardins. Les échos de la réception s'étaient tus, laissant place à un silence oppressant, chargé des relents de vin renversés et de parfums fanés. Les invités étaient en son parti, emportant avec eux leurs rires hypocrites et leurs jugements acérés, mais les blessures qu'ils avaient infligées restaient bimdes, purulentes et vives. Amara, le cœur en miettes, s'était réfugiée dans l'aile des domestiques, un bâtiment annexe aux murs de pierre froide et aux couloirs étroits qui semblaient rétrécir sous le poids de ses tourments. La lune, pâle et indifférente, filtrait à travers une fenêtre poussiéreuse, illuminant son petit espace. Un lit étroit, une table bancale et son carnet de croquis, fidèle compagnon de ses nuits solitaires. Mathieu, encore imprégné de l'alcool servi généreusement lors de la fête, errait dans les ombres du château comme un animal blessé. Son rôle dans le complot de Chloé avait été exécuté à la perfection. La main sur la taille d'Amara, les murmures fins d'intimité, tout pour semer le doute dans l'esprit de Jean-Pierre. À présent, il cherchait sa récompense. Son cœur battait d'une excitation fiévreuse, tandis qu'il se dirigeait vers la suite des invités où Chloé séjournait. Il frappa doucement à la porte, son souffle haletant trahissant son impatience. Chloé ouvrit, enveloppée d'un peignoir de soie, ses cheveux cascadant en boucles parfaites, un sourire victorieux aux lèvres. « Eh bien, Mathieu, qu'est-ce que tu veux à cette heure ?» demanda-t-elle d'une voix suave, mais avec une pointe d'irritation. Il s'approcha, les yeux brillants. « J'ai fait ce que vous avez demandé. J'ai joué le jeu. Maintenant, nous pourrions... » Sa voix s'éteignit, lourde de sous-entendus, tandis qu'il tendait une main vers elle. Chloé recula, son expression se durcissant en un masque de mépris. Elle éclata d'un rire froid, cristallin comme du verre brisé. « Toi, avec moi, ne sois pas ridicule, Mathieu. Tu n'es qu'un jardinier, un outil utile. Retourne à tes plantes et à ta boue. Je n'ai pas besoin de toi maintenant que le travail y est au fait. » Ces mots étaient domptés des lames, tranchants et sans pitié. Mathieu se figea, le choc le traversant comme un éclair. La femme qui l'idolâtrait, pour qui il avait trahi sa conscience,
le rejetait comme un chien galeux. La rage monta en lui, une tempête noire qui noya son adoration dans un océan de haine. Mais au lieu de se retourner contre Chloé, son esprit tordu dirigea sa fureur vers Amara, cette noire qu'il tenait pour responsable de tout. C'était elle qui avait attiré l'attention de Jean-Pierre, elle qui avait semé la discorde. Il quitta la chambre en titubant, les poings serrés, murmurant des imprécations, et se dirigea vers l'aile des domestiques, une bouteille de vin volée à la main pour noyer sa douleur. Amara, ignorant le danger qui approchait, était penché sur sa valise ouverte. Les événements de la soirée l'avaient même brisé. Les accusations de Chloé, les regards accusateurs des invités, et surtout la déception dans les yeux de Jean-Pierre. Elle empilait ses maigres possessions, des vêtements usés, son carnet de croquis, un pendentif sénégalais rappelant sa mère, avec des gestes mécaniques, le cœur serré par un étau de désespoir. Des souvenirs affluaient comme une marée, son village au Sénégal, avec ses marchés animés et ses nuits étoilées, le voyage périlleux vers la France, porté par le rêve d'étudier l'art, les nuits d'âme froide à Paris, luttant contre la faim et les préjugés pour survivre. Pourquoi suis-je venue ici, se lamentait-elle intérieurement, pour être traitée comme une intruse, une séductrice sans scrupules, juste à cause de sa peau? Les larmes coulaient sur ses joues, salées comme l'océan qui la séparait de sa terre natale. Elle pensa à ses dessins, ses esquisses de lavande et de vigne qui capturaient non seulement la beauté de la Provence, mais aussi sa lutte intérieure contre l'injustice. Partir semblait la seule issue, mais une voix rebelle en elle hurlait. « Non, tu n'es pas une victime. Tu es Amara Diop, une artiste, une femme forte. » Soudain, la porte de sa chambre s'ouvrit avec fracas. Mathieu surgit, les yeux injectés de sang, l'haleine lourde d'alcool. Il chancela sur le seuil, son ombre immense projetée sur le mur comme un monstre. « Toi !» gronda-t-il, pointant un doigt accusateur. « C'est à cause de toi que tout a mal tourné. Sale noire, profiteuse. Tu crois que tu peux venir ici, séduire le patron avec ta peau d'ébène et tes airs innocents? Tu n'es qu'une sorcière africaine, une voleuse de cœur. » Ces mots, imprégnés de racisme viscéral, la frappèrent comme des coups de fouet. Amara recula, le cœur cognant dans sa poitrine. « Sortez d'ici, vous êtes fous !» cria-t-elle, mais sa voix tremblait. Mathieu s'avança, la saisissant par le bras avec une force brutale, la plaquant contre le mur. « Je vais te montrer ta place, toi !» grogna-t-il, son visage déformé par la rage, ses mains se refermant comme des étaux. Amara se débattit, griffant et criant, un hurlement primal qui déchira la nuit. La peur l'envahit, une terreur primitive face à cette violence déchaînée, amplifiée par les insultes raciales qui la réduisaient à un objet de haine. Au même moment, Jean-Pierre, rongé par le remords, arpentait les couloirs du château. Incapable de dormir, hanté par le regard blessé d'Amara lors de la fête, il avait décidé de la confronter, de chercher la vérité au-delà des apparences. Entendant les cris étouffés provenant de l'aile des domestiques, il accourut, son cœur s'emballant. Il poussa la porte et découvrit la scène horrifiante. Mathieu, ivre et déchaîné, agressant Amara qui se débattait désespérément. Une fureur aveugle s'empara de lui. « Lâche-la !» rugit-il, se jetant sur Mathieu. D'un coup de poing précis, il le frappa au visage, l'envoyant valser contre le mur. Amara s'effondra au sol, haletante, tandis que Jean-Pierre se plaçait entre elle et son assaillant, protecteur comme un bouclier. Mathieu, le nez en sang, se releva en chancelant, mais au lieu de riposter, il éclata en sanglots, rageur. « C'est pas ma faute, c'est Chloé. Cette garce m'a promis. Elle m'a dit de faire tout ça pour piéger cette noire. Elle voulait que vous croyiez qu'Amara est une traînée, une opportuniste. Tout était son plan. » Les mots suspendirent pour le temps. Jean-Pierre se figea,
la révélation le traversant comme un choc électrique. Chloé, sa vieille amie qu'il avait crue loyale, la trahison le submergea, mêlé à une culpabilité écrasante pour avoir douté d'Amara. Il tourna les yeux vers elle, recroquevillée, tremblante, et vit non plus une employée, mais une femme brisée par des machinations qu'il avait laissé prospérer. Mathieu, effondré, continua à déverser la vérité. Les promesses de mensongères, les manipulations raciales, tout pour détruire Amara. Jean-Pierre le saisit par le col, le regard flamboyant. « Sors d'ici avant que je ne t'achève !» Mathieu s'enfuit en titubant, laissant derrière lui un silence assourdissant. Jean-Pierre s'agenouilla près d'Amara, tendant une main hésitante. « Amara, je... » Mais elle recula, les yeux emplis de douleur et de méfiance. La vérité avait éclaté, mais les blessures étaient mites et profondes, et la nuit semblait plus noire que jamais. Le silence qui suivit l'aveu de Mathieu était assourdissant, un vide abyssal où les échos de la violence résonnaient encore dans la petite chambre d'Amara. Jean-Pierre, les poings encore tremblants de rage, fixait la porte par laquelle le jardinier avait fui, son esprit tourbillonnant comme un ouragan provençal. La révélation avait fracassé ses illusions. Chloé, qu'il avait considérée comme une amie fidèle, n'était qu'une manipulatrice venimeuse, tissant des toiles de mensonges, imprégnée de préjugés raciaux pour détruire une innocente. Et lui, aveuglé par sa propre arrogance et les conventions sociales, avait laissé le doute s'insinuer, blessant Amara au plus profond de son être. Il se tourna vers elle, agenouillé sur le sol froid, ses épaules secouées de sanglots étouffés. Sa peau d'ébène luisait sous la lune pâle, et ses yeux, rougis par les larmes, reflétaient une douleur qu'aucun mot ne pouvait effacer. « Amara, murmura-t-il d'une voix brisée, je suis désolé. J'ai été un idiot. J'ai cru à ces mensonges, à ces accusations ignobles sur toi, sur ta couleur. Pardonne-moi. » Il s'approcha, tendant une main hésitante, mais elle recula comme un animal blessé, ses yeux flamboyants de colère et de trahison. Amara se releva lentement, essuyant ses larmes d'un revers de main, sa dignité comme une armure fissurée mais intacte. « Désolé ?» répéta-t-elle, sa voix tremblante mais ferme, empreinte d'un accent qui portait les échos de son Sénégal natal. « Vous avez laissé ces gens me traiter comme une criminelle, une séductrice sans scrupules, juste parce que je suis noire. Vous avez douté de moi, Jean-Pierre, au lieu de me défendre. Vos excuses arrivent trop tard. Je pars. Je ne peux plus rester dans ce monde qui me voit comme une menace. » Ces mots étaient d'armer des flèches empoisonnées, nées de mois de souffrances accumulées, les murmures racistes des employés, les regards méprisants des invités, les manipulations de Chloé qui avait exploité les stéréotypes les plus vils. Elle boucla sa valise d'un geste décisif, ignorant la douleur qui lui serrait le cœur. Partir signifiait abandonner non seulement le château, mais aussi cette attirance naissante pour Jean-Pierre, ce lien fragile qu'elle avait osé espérer au-delà des barrières sociales et raciales. Jean-Pierre sentit un abîme s'ouvrir en lui, une culpabilité écrasante qui le submergea. Il la regarda s'éloigner dans la nuit, sa silhouette solitaire se fondant dans les ombres des vignes, et pour la première fois, il comprit la profondeur de ses erreurs. Le lendemain, l'aube se leva sur un château transformé. Les employés murmuraient, choqués par l'arrestation de Mathieu et les rumeurs sur Chloé. Jean-Pierre, les traits s'étirés par une nuit sans sommeil, confronta son ami d'enfance dans le salon aux meubles anciens. Chloé, encore en robe de chambre, feignit l'innocence, mais ses yeux verts trahissaient une peur naissante. « C'est vrai, tout ça? Les mensonges, les manipulations pour détruire Amara ?» tonna-t-il, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. Chloé pâlit, mais tenta une dernière parade. « Jean-Pierre, c'était pour ton bien. Cette fille, avec sa peau sombre et ses origines,
Elle n'est pas de notre monde. Je t'aime, je voulais te protéger. » Mais ces mots sonnaient faux, imprégnés d'un racisme qu'elle n'osait plus cacher. Jean-Pierre la coupa net, son regard glacial. « Sors d'ici. Notre amitié était terminée. Et dis à ta famille que nos affaires s'arrêtent là. » Chloé quitta le château en larmes, vaincue, mais Jean-Pierre savait que ce n'était qu'un début. Il devait réparer, non par des mots, mais par des actes. Les semaines suivantes furent un tourbillon de changements. Jean-Pierre, hanté par l'absence d'Amara, transforma sa culpabilité en action. Il fonda une fondation pour soutenir les artistes émergents en difficulté, avec un accent particulier sur ceux victimes de discrimination raciale. Des bourses pour des étudiants africains, des ateliers en Provence ouverts à tous, sans regard pour l'origine ou la couleur. Il visita des galeries de locales, parlant ouvertement des préjugés qui gangrenaient sur la société française, utilisant son influence pour ouvrir des portes. Mais en secret, il suivait le parcours d'Amara. Elle avait regagné Paris, louant un minuscule atelier dans le quartier de Belleville, où les rues débruissaient de voix multiculturelles. Là, elle peignait avec une fureur nouvelle, ses toiles explosant de couleurs, des paysages provençaux entrelacés de motifs sénégalais, des portraits d'elle-même brisant des chaînes symboliques, criant sa lutte contre le racisme et l'injustice. À Paris, Amara affrontait de nouveaux démons. Les galeries la rejetaient souvent. « Votre art est trop ethnique, trop chargé. Nous cherchons quelque chose de plus français. » Un directeur, le nez pincé, avait même ajouté « Une artiste noire comme vous ? C'est tendance, mais pas pour notre clientèle. » Ces refus la blessaient Yann, ravivant les cicatrices du château, mais elle persévérait. Ses nuits étaient longues, peintes de doutes. Valait-elle vraiment la peine? Était-ce sa peau qui la condamnait à l'échec? Pourtant, son talent brillait. Une petite galerie underground accepta enfin d'exposer ses œuvres, et Amara prépara son vernissage avec une détermination farouche, transformant sa douleur en chef-d'œuvre qui hurlait d'aller sa vérité. Jean-Pierre, informé discrètement par des contacts, ne put résister. Il se rendit à Paris, incognito, achetant l'une de ses toiles préférées, un paysage de lavande vu depuis la fenêtre de la salle de bain du château, réinventé avec une émotion complexe, mêlant beauté et souffrance. Il ne se montra pas, mais le geste anonyme, une somme généreuse accompagnée d'une note, « Votre art illumine les ombres », toucha Amara au cœur. Elle lut la note, les larmes aux yeux, reconnaissant l'écriture. Un conflit intérieur la déchira. Pardonner à Jean-Pierre, cet homme qui l'avait blessée mais qui semblait changer, ou préserver sa fierté, cette armure forgée dans le feu des préjugés. La nuit parisienne, avec ses lumières scintillantes, semblait suspendue, attendant sa décision. Amara serra la note contre sa poitrine, sentant une lueur d'espoir percer les ténèbres de son âme. Sa lutte n'était pas finie. Elle venait à peine de commencer à guérir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite de cette histoire captivante. Activez la cloche et partagez vos impressions dans les commentaires. Les rues étroites du Marais, à Paris, bruissaient d'une vie nocturne, effervescente, où les lumières des cafés et des galeries se mêlaient comme des pinceaux sur une toile vivante. La petite galerie d'art nichée dans une ruelle pavée exhalait une atmosphère intime et chaleureuse. Des murs blancs immaculés, des spots discrets projetant des halos dorés sur les œuvres exposées, et un fond musical doux de jazz français qui flottait comme un parfum subtil. Ce soir-là, c'était le vernissage d'Amara Diop, son premier en solo, un aboutissement forgé dans le feu des épreuves. Les invités, artistes bohèmes, critiques curieux, amis de la diaspora africaine, circulaient lentement, un verre de vin ou à la main, murmurant des compliments devant les toiles qui racontaient une histoire poignante, celle d'une femme noire
luttant contre les chaînes invisibles du racisme et des préjugés. Amara se tenait au centre de la pièce, vêtue d'une robe fluide, aux motifs sénégalais entrelacés de lavande provençale, un symbole de son identité hybride. Ses cheveux noirs cascadaient librement sur ses épaules, et ses yeux sombres brillaient d'une fierté conquise. Ses œuvres étaient un cri muet, un autoportrait où son visage émergeait d'ombres racistes, brisées par des éclats de lumière, des paysages de vignes provençales, entremêlés de masques africains, représentant la fusion douloureuse de deux mondes. Une toile immense montrant une femme noire brisant des chaînes, le fond évoquant les collines de Provence sous un ciel orageux. Chaque coup de pinceau était imprégné de sa souffrance au château du Bois, les insultes raciales des employés, les manipulations de Chloé, le doute de Jean-Pierre, mais aussi de sa résilience, cette force intérieure qui l'avait poussé à transformer la douleur en beauté. Ce soir, je ne suis plus une ombre, pensa-t-elle, serrant les poings pour masquer son trac. Les compliments fusaient. Votre art était révolutionnaire, il dénonce avec tant de poésie. Pourtant, au fond d'elle, une cicatrice persistait, celle de l'amour naissant brisé par la trahison et la question lancinante, avait-elle vraiment guéri? Parmi la foule, une silhouette discrète se glissait, Jean-Pierre, arrivé incognito, vêtu d'un manteau sombre et d'un chapeau bas sur les yeux. Il n'était pas venu pour se faire remarquer, mais pour témoigner de sa rédemption silencieuse. Depuis le départ d'Amara, il avait changé. La fondation qu'il avait créée florissait, soutenant des artistes marginalisés, organisant des ateliers contre les discriminations raciales. Il avait rompu avec son ancien cercle, confrontant publiquement les préjugés qui avaient empoisonné sa vie. Mais rien n'apaisait le vide en lui, ce regret lancinant d'avoir laissé Amara souffrir. En entrant dans la galerie, son cœur s'emballa. Les étoiles le frappèrent comme un coup de foudre. Il reconnut les paysages du château, réinventés avec une émotion brute, et surtout, cette salle de bain fatidique transformée en un symbole de vulnérabilité et de renaissance. Il s'attarda devant chaque œuvre, absorbant leur message, sentant les larmes monter. Elle a transformé son histoire en art immortel, murmura-t-il pour lui-même. Discrètement, il s'approcha du galeriste et acheta la toile la plus intime, celle de la vue depuis la fenêtre de la salle de bain, où la lavande se mêlait à des larmes, stylisée, un hommage à leur rencontre chaotique. Le prix importait peu, c'était un geste de respect absolu, une reconnaissance de son talent sans intrusion. La soirée s'étira, les invités se raréfiant progressivement, laissant la galerie baignée d'une quiétude presque sacrée. Amara, épuisée mais exaltée, ajustait une dernière toile quand elle le vit. Jean-Pierre, debout près de la sortie, son chapeau à la main, ses yeux bleus emplis d'une humilité nouvelle. Le temps se suspendit, un frisson la traversant comme une brise provençale. Il s'approcha lentement, son cœur battant à tout rompre. « Amara », dit-il d'une voix douce, chargée d'émotion. Elle se raidit, un mélange de colère résiduelle et d'une attirance inavouée, la submergeant. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante, évoquant les nuits de solitude où elle avait lutté contre le souvenir de lui. Jean-Pierre ne força rien, restant à distance respectueuse. « Je suis venu pour ton art, pas pour moi. Tes étoiles, elles m'ont ouvert les yeux plus que n'importe quel discours. Elles parlent de ta force, de ta beauté intérieure et de mes erreurs. J'ai changé, Amara. J'ai coupé avec Chloé, avec ce monde toxique. Ma fondation aide des artistes comme toi, confrontés aux mêmes injustices, mais je ne suis pas ici pour me vanter. Je suis ici pour te dire que je t'aime, pas malgré ta peau, ton origine, mais pour tout ce que tu es. Une femme exceptionnelle, une artiste qui illumine les ténèbres. Permets-moi de recommencer,
pas à Provence, mais ici, à Paris, comme un homme qui te respecte sans condition. » Les mots la transpercèrent, ravivant des sentiments qu'elle avait enterrés. Amara hésita, un tourbillon intérieur la déchirant. Pardonner signifiait risquer une nouvelle blessure, mais refuser, c'était nier cette connexion profonde qui avait survécu aux tempêtes. Elle regarda ces toiles, ces témoins de sa lutte, de l'humiliation raciale à l'affirmation de soi, et comprit que son voyage l'avait menée ici, à ce croisement. Une larme coula sur sa joue, mais c'était une larme de libération. « Jean-Pierre, j'ai souffert à cause de toi, à cause de ce monde qui nous divise. Mais ton geste, tes actes, ils montrent un vrai changement. Je t'aime aussi, malgré tout. Commençons à nouveau, sans chaîne. » Il prit doucement sa main, leurs doigts s'entrelaçant comme des racines fusionnant. Ensemble, ils sortirent de la galerie, s'enfonçant dans la nuit parisienne. Les lumières des rues dansaient autour d'eux, symbolisant un amour victorieux, transcendant les préjugés et les classes. Amara, enfin affirmée, avait complété son périple, de l'ombre du mépris à la lumière de l'acceptation. Leurs pas résonnaient comme une promesse, un nouveau départ, où le parfum de la vérité embaumait leur avenir partagé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires captivantes. Activez la cloche et partagez vos impressions dans les commentaires. Et voilà, l'histoire d'Amara et Jean-Pierre s'achève sur une note d'espoir, où l'amour triomphe des préjugés et des manipulations. Qu'avez-vous pensé de leur voyage, de cette lutte contre les injustices et de cette quête de vérité? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Dites-nous d'où vous nous regardez. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits captivants. Activez la cloche pour ne rien manquer. Merci infiniment d'avoir suivi cette aventure avec nous et à très bientôt pour une nouvelle Idol Histoire qui saura vous émouvoir.